Alors, à Kosua, tu parlais tout à l'heure donc de la sexualité. Tu disais qu'il fallait qu'on apprenne à être en paix, notamment. Je pense que tu parlais de la jante féminine, qu'on arrête de stigmatiser, c'est cela, voilà, la sexualité féminine. Voilà, parce que on touche en fait la vie de ces jeunes filles, on les rend très souvent coupables de choses qui sont tout à fait normales, du fonctionnement de leur corps féminin. Et je pense que ça nous vient quelque part de certaines religions extérieures qui ont mis cette culpabilité sur notre corps et son fonctionnement. Et je pense qu'on devrait respecter le corps des femmes et leur faire comprendre que leur corps est quelque chose de très important. Tout à fait. Le corps féminin, c'est une porte entre le monde de l'au-delà et le monde de maintenant, d'ici. Nul ne peut venir à ce monde physique si cette personne ne passe pas par un corps féminin. C'est quand même quelque chose, c'est un corps qui doit être vénéré et respecté. Avant, tu es dans le monde invisible, tu passes par le corps d'une femme et tu es dans le monde visible. La femme devrait être respectée, sa sexualité devrait être respectée. Elle est un temple, c'est le temple de l'humanité. Et je pense que les mères et les pères maintenant, c'est ce qu'on doit apprendre aux enfants, pas seulement aux femmes. L'homme doit apprendre à respecter ce corps. Absolument. Ou pas rien si ou pas venir par madame. Respecter quoi. Et la dame, elle doit valoriser sa sexualité et apprendre à la gérer aussi. Mais une fois qu'elle obtient le respect de l'homme, pour mon peut oser toucher, parce que son temple, ou agenouiller devant corps madame, quoi dire merci, parce que vous passez pas lit. Voilà. Très intéressant à Kosua. Alors, je reviens donc à ce dont nous parlions tout à l'heure, la monoparentalité. Ceux qui habitent le Lakou, est-ce que ce sont des gens donc, qui cumulent ou qui cumuleraient toutes sortes de tares? Est-ce que le lieu, un peu comme à la Zola qui nous montre que le lieu, l'environnement impacte la manière d'être. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire donc à la page 53 un petit peu l'ambiance qu'on pouvait trouver dans ce Lakou? Nous t'écoutons. Ok, très bien. À la cour Montbruno, on y trouvait toutes sortes de personnes, plus pauvres et moins pauvres, mais toujours pauvres. Ceux qui avaient la chance de s'acheter un frigidaire ou d'avoir l'eau courante, de s'offrir la télé ou même de posséder une voiture étaient parmi les plus fortunés de la cour. Et ils faisaient chichi. Autrement dit, ils avaient des manières de prétentieux. En fait, beaucoup de familles avaient les moyens. Quand ils vous voyaient passer avec votre seau d'eau en main pour aller chercher de l'eau, ils vous regardaient de haut en bas, vous toisaient en maugréant des choses inaudibles ou en se chuchotant des secrets les uns aux autres lors de votre passage. Ma mère ne se laissait pas démonter. Elle continuait son chemin, la tête relevée, l'allure fière, s'en allait sa petite femme de chemin, me tenant fermement par la main jusqu'à la fontaine qui se trouvait dans la cour Fleurette. Entre les deux cours, nous traversions un canal plein des eaux fétides provenant de je ne sais où pour aller se déverser on ne sait où. Les habitants de la cour Montbruno et ceux de la cour Fleurette, dont la maison avait vue sur canal, déversaient dans ce canal tous leurs déchets, y compris leurs urines et leurs excréments. Alors, quand on écoute ce passage très descriptif, tu es très visuel, on arrive vraiment à se représenter les choses quand on te lit. Cet endroit, il devait être quand même assez particulier. Donc, on a le sentiment que c'est un peu un endroit que les politiques abandonnaient. Est-ce que les hommes politiques de l'époque s'occupaient de ces Lakou? De mon regard d'enfant, parce que mon Lakou, c'est le regard d'enfant, je ne pense que personne ne s'occupait de la cour, sauf les gens qui y habitaient. Ça s'appelait la cour Montbruno, j'ai appris après, parce que monsieur Montbruno, qui habitait les lieux, avait un peu de terre qu'il laissait les gens occuper. D'accord. Et je crois qu'il était de mèche avec certains autres hommes politiques du temps qui lui avaient permis de garder le nom Montbruno pour la cour. Mais ce n'était pas vraiment le nom de la cour, de cette cour. Je crois que c'était la cour Pont des Matelots, quelque chose comme ça. Et, mais quand même, la cour Montbruno, il y avait de tout. C'était un fourmillement de vie, de créativité. Et si on regarde bien, très souvent, on verra que beaucoup de gens
qui ont accompli quelque chose dans leur vie viennent de ces milieux de la cour. D'accord. Et je vais comparer la cour Montbruno à... Tu sais, quand tu fais du compost, du composting, oui. Hein, tout est là. Tu lâches tout. Tout est dedans. Et puis, tout grouille. Celui-là mange celui-là. Et puis, la terre se forme et tout ça. Et tu utilises ça pour faire quelque chose de beau. Et tu peux prendre cette terre... Une forme d'alchimie, en fait. Voilà, pour faire une belle fleur. Ah ben, c'est ça, hein, la cour. Il y a de tout. Et tout le monde se touche et se... Tu vois, et tout le monde est là. Et celui-là aide celui-là. L'entraide entre les gens de la cour de l'époque. Parce que là, maintenant, je ne pense pas que... Le monde de la cour de maintenant, c'est celui dans lequel j'ai grandi. D'accord. Les choses ont évolué ou ont changé d'une façon ou d'une autre. Mais je disais tout à l'heure que les gens dans les lacous de mon temps, cette femme qui avait 5 enfants, qui avait le papa qui ne venait pas, qui devait se débrouiller toute seule, ben la voisine d'à côté le savait. Et quand la voisine d'à côté avait à manger du riz au pois rouge d'ombré, elle partageait. Ma mère m'envoyait porter à manger pour Amie Marceline. Et Amie Marceline faisait la même chose. Ou tâcher ça, elles vont torchon, bail 4 nez sur les côtés et porter ça pour Amie Marceline. Parce que demain, après, si un panier en piment, Amie Marceline qui est bon moi. C'était comme ça. Donc, malgré la misère qui régnait, une misère au niveau des moyens, malgré tout, effectivement, il y avait cette espèce d'entraide, d'amour, de fraternité, Absolument, mine de rien. Oui. Alors, tu disais tout à l'heure que le souvenir que tu as, c'est le souvenir de la petite fille. Effectivement, c'est la petite fille. D'après ce que je vois, le roman semble être raconté par la petite fille que tu as pu être. Alors, pourquoi tu choisis le regard de la petite fille? Est-ce que c'est pour susciter la compassion du lecteur? En fait, c'est pour montrer les choses comme elles sont, sans apporter de jugement, je crois. La cour, c'était comme ça, les gens faisaient pipi par là, lâchaient leurs trucs. La petite fille, elle est en train de... Elle ne s'en rend pas compte, mais elle est en train de construire son identité. En voyant comment le monde fonctionne autour d'elle, elle se rend compte de qui est qui, quelle est la place de cette personne-là, et quelle est sa place à elle par rapport au reste du monde. Donc c'est sans jugement, un regard sans jugement, innocent en fait, je crois. Voilà. Alors je vais lire un autre passage qui m'a aussi beaucoup touchée. C'est Qualité Mounlassa. C'était l'époque où toute la famille habitait encore ensemble, du moins la famille que je connaissais. Grand-mère, tante Carmelita, mes cousins Maryse, Christian, Jean-Luc et Eddie, ma mère et moi. En ce temps-là, tonton Richard, la seule image masculine adulte, ne s'était pas encore approprié tout le terrain où reposait la maison familiale sur ses 4 parpaings. Il n'avait pas encore eu l'occasion de se montrer tel qu'il était. Un avare de la pire espèce, un agoulou grand-fal. J'aime beaucoup cette expression. J'ai de vagues souvenirs de la maison de mon enfance, mais je me souviens que nous dormions tous pêle-mêle parmi nos haillons, après nous être lavés à tour de rôle dans notre petite terrine verte en plastique. Dans toute notre pauvreté, nos parents se faisaient un devoir d'insister sur la propreté. En fait, nous n'avions que ça, notre propreté. Pourquoi tu insistes sur cette notion de propreté? Je pense que c'est que, quelque part, assez souvent, les gens associent la misère à la saleté et au manque d'intelligence, alors que c'est pas, dans mon cas, c'était pas ça du tout. J'avais l'impression que être propre, c'était quelque chose de super important pour mes tantes, pour ma mère. Et si vous pâtez laver pied avant tu as dormi, il fallait faire la toilette vers 4 heures de l'après-midi. Mais après, tu avais marché un peu partout. Tu ne vas pas rentrer dans les haillons avec de la terre dans tes pieds. Donc, il fallait être bien propre pour aller dormir. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Tu vas dormir bien propre. D'accord. Alors, j'ai vu aussi que l'histoire de la Guadeloupe est très présente en toile de fond. Hein. Tu fais référence par exemple au massacre de la Saint-Valentin au Moule en 1952. Pourquoi faire référence à tous ces événements qui ont marqué la Guadeloupe? Là, je crois qu'il y a eu un effort de ma part de parler la Guadeloupe, de lui donner sa place et de faire comprendre que nous avions des gens qui s'étaient battus. On n'était pas des petits moutons qui étaient là, qui acceptaient tout.
Et ma mère, je l'entendais parler de mon grand-père et elle racontait le temps serein, par exemple, comment mon grand-père, les gens des gendarmes et la police s'étaient emparés de lui parce qu'il voulait avoir du pain pour sa famille. Et donc, c'était des gens qui étaient des combattants et qui étaient là pour leur famille. Et donc, dans tout cela, dans tous mes écrits, je veux parler de la Guadeloupe. Je veux montrer que les Guadeloupéens ont un certain caractère, qu'ils savent ce qu'ils veulent et qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et en parlant de ces moments politiques, historiques, je veux les inscrire dans les livres que des enfants vont peut-être lire. Absolument. Pour qu'ils sachent que cela s'est passé. Ce n'est pas seulement l'autre monde qui est au-delà des océans qui a une histoire. Nous avons aussi une histoire. Elle est digne d'être racontée dans les livres aussi. Voilà. Très bien. Alors, à travers ce roman, tu sembles aussi dénoncer l'impact de la religion ou celui de la formation scolaire. Donc tout à l'heure on a parlé effectivement de l'étude, de l'essai que tu as publié donc dans le cadre de ton doctorat sur l'impact de l'école qui a tendance à formater donc des aliens, enfin des étrangers, des aliénés. Mais j'ai constaté que la religion aussi revient. Alors quelle est ton expérience de la religion? Alors c'est une expérience qui continue à grandir. Bon, je suis arrivée à un point où je me rends compte que tout ce qu'on m'a appris à l'église, en fait, c'était pratiquement des mensonges. Je me suis rendu compte que la religion et la Bible avaient été instaurées simplement pour pouvoir brider les peuples, pour pouvoir empêcher les peuples de réfléchir par eux-mêmes. Quand on se rend compte que, tout au départ, l'Église, Rome, le pape, c'était lui qui avait décidé que l'Amérique latine allait être donnée aux Espagnols et que l'Afrique allait être donnée à la France. Et il les a envoyés, il les a commandités en leur disant massacrez tous ceux qui ne sont pas chrétiens et prenez ce monde, prenez ces pays pour vous. Hein? Donc c'était quelque chose, c'était pour l'économie de l'Europe. C'est très bien comment l'économie de l'Europe s'est formée. Hein? Et donc, il ne faut pas venir me dire après que c'est Jésus-Christ qui me donne la vie, c'est lui le seul chemin. Je n'ai pas compris Jésus-Christ de cette façon. Enfin, je l'ai accepté pendant des années de cette façon, mais pour moi, maintenant, une femme de mon âge, je ne peux pas me permettre d'accepter ce bœuf à bas. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que sans doute ton point de vue doit parfois un petit peu choquer les gens, mais je pense que quand on te connaît... les gens acceptent. Même s'ils ne sont pas d'accord, les gens acceptent. Je ne sais pas s'ils acceptent ou qu'ils arrêtent de me poser des questions ou certains se disent elle est perdue. Il y en a certainement beaucoup qui sont en train de prier pour moi là, pour que le Seigneur Jésus me ramène dans la voie. Alors on va poursuivre notre entretien. Alors moi ce que j'ai vu dans ce roman, c'est qu'il y a, j'allais dire 2 parties, mais non 3 parties. Une première partie qui est racontée à la 3e personne. Et donc, il s'agit de Camille et Jean-Luc. Ensuite, nous avons le roman, la partie à la 1re personne. Et on revient après à la 3e personne où on retrouve encore Camille, Jean-Luc. Et j'ai constaté qu'il y a un contraste. Donc, il y a 2 éléments qui sont assez proches. On part au départ de la maison de Camille et Jean-Luc et on trouve une fontaine. Oui. Et je suis sûre que cette fontaine n'est pas là par hasard, parce que dans la cour Montbrino, il y a aussi une fontaine. Elle est à la cour Fleurette. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la symbolique de la fontaine? Parce que je ne suis pas sûre que ce soit juste comme ça. Tu sais, la fontaine est venue, hein. Elle s'est imposée dans l'histoire. Comme je crois qu'elle s'est toujours imposée dans ma tête. Aller à la fontaine, à la cour Fleurette, c'était quelque chose. Ma mère allait chercher de l'eau, on n'avait pas l'eau courante. Et donc, même si mon oncle qui occupait la maison parentale avait de l'eau, il ne nous permettait pas de prendre de l'eau, à moins que moi je ne demande. Ma mère n'osait pas demander à son grand frère. Donc, elle prenait son seau et on traversait, on allait de l'autre côté, on allait à la cour Fleurette. Et la fontaine, beaucoup de choses se passaient à la fontaine. Les gens ne savaient pas faire la queue, ne voulaient pas faire la queue. C'était au premier arrivé, c'était Goumé, c'était Talaga Reddy Chivé Atala. Et puis il y avait aussi René la Folle.
René la folle, mon Dieu, cette dame qui avait perdu, semble-t-il, la tête et qui ne faisait qu'à ses désirs. D'accord. Et donc, cette fontaine était importante pour moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est parce que l'eau est quelque chose d'important pour moi. L'eau, bon, maintenant je la regarde avec un autre regard, mais étant petite, l'absence d'eau, pour faire ce qu'on veut, c'était un problème. Donc j'avais un respect pour cette matière, voilà. Et donc, Camille, chez elle, eh ben, elle a beaucoup d'eau. Absolument. Elle a cette fontaine qui symbolise la prestance, la jouvence, au rivet, quoi. La méditation aussi. Voilà, c'est ça. Donc l'eau est très importante pour moi, en fait. Et donc, ce que je vois aussi dans ce roman, c'est que non seulement l'eau est importante, mais il y a vraiment un contraste saisissant entre la maison dans laquelle la petite fille a vécu, dans laquelle on manquait de tout, oui. Et finalement, cette maison, je crois que il y a un passage qui la décrit, même si ce n'est pas... Camille soupira encore une fois, tout en secouant la tête. Elle n'en croyait toujours pas ses yeux. De l'angle de son jardin de méditation, dans lequel elle s'était installée comme elle le faisait tous les matins, elle pouvait voir la longue allée sinueuse, bordée de palmiers royaux, qui menait jusqu'à sa maison à Véranda. Cette allée qui lui rappelait tant l'allée du manoir de sa Guadeloupe natale s'ouvrait en une large gueule d'où jaillissait une fontaine circulaire à jets multiples de style Versailles, attention. Tout en haut de cette fontaine se dressait un raccoon, animal très connu en Floride, mais qu'elle avait choisi surtout parce qu'il était la mascotte de la Guadeloupe. Le raccoon lui mettait toujours un sourire aux lèvres et lui rappelait la chanson de Saint-Éloi, Tiracuno. Tiracuno. Voilà. Ouais, donc, il y a un contraste saisissant entre la maison, parce que je pense aussi que ce n'est pas par hasard que tu décris cette allée, et un peu plus tard, quand on parle donc de la cour Montbruno, il y a aussi une allée qui est décrite. C'est ça. Mais on voit qu'il y a un contraste saisissant. Donc, est-ce que ça veut dire que même si on est issu de la cour, qu'on peut néanmoins arriver à avoir une maison avec un jardin et des palmiers royaux? Tout dépend de son imaginaire. Quand on se laisse aller à sa rêverie, on crée en fait. Et pour moi, le phénomène de la créativité, il commence dans le monde invisible. C'est-à-dire, quand les chrétiens parlent de la croix de Jésus-Christ, moi je vois la croix comme le fruit de mon imagination. Et j'ai bien réfléchi à la chose. Je sais que même à l'intérieur de notre crâne, le lieu du crâne, Golgotha, dont on parle dans la Bible, il y a dans notre tête un moment, une croix où deux veines se croisent. Ça fait une croix, mais c'est là qu'on va pour réfléchir. C'est à la croix qu'on va pour imaginer notre monde. Rien de ce qui est autour de nous n'a été fait si ce n'est pas passé par là, par la croix. Et donc, cette imagination est très importante pour la création. C'est comme ça que je vois que la villa ou la ville ou l'endroit où habite Camille, elle l'a imaginé. Elle a imaginé ce lieu qui est empreint en fait de la Guadeloupe. On voit que sa Guadeloupe lui manque parce qu'elle a donc cette allée. Elle a aussi la cour Montbruno, la forme de l'allée. Exact, tout à fait. Elle a les palmiers qui représentent une certaine prestance. Donc on sent qu'elle a créé son monde. On crée soi-même son propre monde en le crucifiant à la croix. Voilà. Très symbolique ce que tu dis. Oui. Alors, justement, ça me permet d'arriver donc à cette question. Ce roman, diras-tu qu'il est humaniste et rempli d'espoir, malgré le fait, effectivement, que dans la deuxième partie, tu décris cet univers du Lacou, tu nous montres ce qu'est un Lacou, la vie qui pouvait se jouer là-bas. Ouais. Néanmoins, malgré toute la misère que tu as pu décrire, est-ce qu'on peut dire que c'est un roman humaniste et chargé d'espoir? Moi, je crois que oui, parce qu'il faut de l'espoir. L'espoir, c'est ce qui nous fait créer. C'est ce qui nous fait créer notre propre monde. Et quand on pense à quelque chose de positif, ça va nous entraîner dans ce qu'on appelle un vortex positif, voilà, et dans la joie. Et ça nous permettra d'attirer à nous des choses qui vibrent de la même manière.
C'est qu'on l'a levé le matin, ou sorti en cabana, puis à Okonye. Là où j'ai en bulletin négatif, ou à Dombab. Là, regardez, ouais, une cuisine là, pour petit bon café là tombé. Ça sont notre emmerdation. Et journée à jour là, ça, c'est qu'une série de bulletins comme ça, parce qu'on commence à sur un côté négatif. C'est pour ça qu'il est très important de se réveiller le matin dans la joie, avec au moins dans la tête quelque chose de positif pour pouvoir attirer à soi plus de choses dans la même vibration. Ça aussi, mais c'est ça qu'on a récolté. Tu vois? Donc, je pense que le roman, il a cette note positive pour encourager les gens à voir que si tu acceptes la vie comme elle te vient, comme une leçon, et que tu restes ouvert à la possibilité de quelque chose de mieux, eh bien, c'est ce qui va se passer. Moi, je pense que ma vie, c'est cet exemple, en fait. Parce qu'en cas changé, quand tu es tout petit, hein, je crois que j'étais dans la classe de ou M. Bergam ou M. Bertelli. Mais c'était une des classes de langue. Anglais, oui, Bertelli, c'était espagnol. Exact. Et ces profs-là, ils parlaient de voyage par-ci, voyage par-là. Et mon esprit était parti un jour. Ah, n'est-ce qu'à voyager. Ah, si on joue en TPA en Angleterre. Et après, c'est parti. Eh bien, des années plus tard, j'ai vécu en Angleterre pendant une année. OK? Après ça, c'était une histoire d'Amérique. Je dis, oh là là, les gens peuvent partir en Amérique, les Guadeloupéens peuvent aller en Amérique, etc. J'y ai pensé, j'ai laissé la possibilité. Eh bien, des années après, je suis allée en Amérique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment où j'étais toujours à la fac en France et ma prof, le conseil avait décidé que j'allais partir aux États-Unis. Mais en assistana, en pâté ça, ou l'on te prend l'argent, même si on reste en France, mais on reste dans cas, on tout petit, maman, pas de l'argent. Eh bien, j'ai laissé mon imagination passer. Je dis, ah bon, je vais peut-être vendre un petit piano que j'avais acheté là. Mais tu sais, pendant que j'étais en Angleterre, des gens que je fréquentais ont fait une collecte. Ils m'ont donné l'argent exact pour aller en Amérique. Wow. Vous comprenez? Tu imagines la chose et tu laisses couler. Et voilà. Tu laisses couler et tu continues à être joyeux, à vivre ta vie. C'est comme si Mie a implanté un pied moringa en mettant 3 graines de moringa en thé. Mais si on qui l'essaye comme ça, ben peut-être que... Mais si on mettait de l'eau dedans de temps en temps, on va mettre un mou et on va laisser faire habiter, il va pousser. Et voilà. Alors avant ma dernière question, on va s'arrêter pour une nouvelle coupure pub et ensuite on va revenir parce que ce que tu viens de dire me permettra de rebondir sur quelque chose. À tout à l'heure.